Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle thématique, pervers narcissique et justice. Je vous souhaite une bonne écoute. Lorsque l'on est victime de pervers narcissiques, un des moyens de s'en sortir, c'est de s'en séparer afin que la relation toxique et les violences cessent. Les victimes de pervers narcissiques sont la plupart du temps, à minima, victimes de violences psychologiques. En effet, le pervers narcissique dévalorise, humilie, ment et détruit sa victime à répétition, exerçant un véritable harcèlement moral, que ce soit vis-à-vis du conjoint ou même de ses propres enfants. Et je vous renvoie pour ce sujet au podcast Communication du pervers narcissique. Bien que les violences psychologiques soient difficiles à prouver, il est clé de saisir la justice et d'être accompagné sur le plan juridique, tant pour soi, en tant que parent, que pour ses enfants, pour se protéger. Quels sont donc les enjeux lors des procédures de séparation avec un pervers narcissique ? Quelles sont les procédures et quelles sont les solutions ? Lors de la séparation avec un pervers narcissique, la justice est clé. Pourquoi ? Parce qu'elle va fixer un cadre nécessaire, sans quoi le pervers narcissique continuera à nuire et à atteindre sa victime, étant totalement dépendant du lien avec celle-ci. Pour autant, comme évoqué dans les 2 précédents podcasts, les procédures de séparation avec un pervers narcissique sont souvent longues, coûteuses et énergétivores. Pourquoi ? Parce qu'il existe 3 enjeux dans le cadre de ces séparations. Le premier, c'est que la perversion narcissique en tant que telle n'est pas vraiment reconnue en France. Le deuxième, c'est que la justice, parfois non formée au sujet, peut être instrumentalisée par le pervers narcissique. Le troisième, c'est qu'il n'existe pas réellement de procédure spécifique traitant ces cas de séparation avec un pervers narcissique. Revenons sur le premier enjeu. Le diagnostic de la perversion narcissique n'étant pas reconnu en France, le renvoi à une telle qualification n'a pas de fondement juridique. Il est même déconseillé de renvoyer à une telle notion. La plupart des séparations étant conflictuelles, beaucoup utilisent ce terme et à mauvais escient. La psychanalyse pourtant, avec notamment Racamier, l'a définit et l'a définit comment ? Il s'agit d'un trouble du comportement. Le pervers narcissique est un prédateur qui s'avance masqué. Pour dissimuler un vide psychique, il cherche constamment à détruire sa proie qu'il considère comme objet. Comme vu dans le précédent podcast, la destruction qu'il mène est faite tant vis-à-vis du parent victime que de ses propres enfants, et ce soit directement, soit indirectement, par l'utilisation d'intermédiaires qui vont venir ajouter de l'huile sur le feu. L'enfant, lors des procédures de séparation, est utilisé par le PN pour atteindre le parent protecteur. Il est d'abord victime d'emprise pour être ensuite totalement détruit sur le plan psychologique. Il en résulte donc un point. Toute démarche juridique vise à réparer un conflit. Mais la question qui se pose ici n'est pas tant celle d'un conflit, mais plutôt celle d'une boucle psychologique, un nœud psychologique à résoudre. Nœud d'ailleurs qui résulte de la construction même du pervers narcissique, et ce, depuis sa plus petite enfance. Deuxième enjeu. La justice peu formée au sujet est très souvent instrumentalisée par le pervers narcissique. Il faut dire que le pervers narcissique n'a de cesse de se présenter aux yeux des instances lors des différentes enquêtes sous son meilleur jour, inventant un profil parfait.
Il arrive donc très souvent qu'il passe à court terme à travers les mailles du filet aux yeux de ces différentes instances, que ce soit la police, les services sociaux, la PMI, les services d'investigation, les magistrats et même les experts psychologiques ou psychiatriques. Pourquoi ? Parce qu'ils disposent d'armes comme notamment la parole, la manipulation et enfin un sens psychologique extraordinaire lui permettant de saisir l'autre. Il va donc utiliser ces armes auprès des instances juridiques qui n'y voient donc à court terme que du feu. Exemple, dans son schéma manipulatoire, schéma où il alterne les rôles de bourreau, victime, sauveur, le PN va, dans le cadre des enquêtes et procédures, constamment se poser en victime, se plaignant, déplaçant le débat sur le comportement inadéquat de la victime qui lui veut du mal. Il excelle dans l'art de la parole, dans l'inversion des faits, dans le mensonge et même dans la projection sur l'autre. Quand il parle de la victime, il parle en fait de lui-même. Autre exemple, ayant un sens psychologique extraordinaire lui permettant de saisir l'autre, il va développer un discours pour parfaitement coller aux attentes des magistrats. Troisième point, il essaiera de noyer les instances juridiques en les plaçant dans la confusion par l'énonciation d'un tas de difficultés et de conflits qu'il aura lui-même créés. Menant une parfaite stratégie de diversion, les regards seront alors posés sur la victime, démontrant par des arguments totalement bidons en quoi la victime ne respecte pas des points clés très attendus par la justice comme l'autorité parentale, la coparentalité, l'intérêt supérieur de l'enfant, et ainsi de suite. Pendant ce temps, bien évidemment, le PN n'hésitera pas à se positionner en parent bafoué de ses droits. Dernier exemple, mis devant les faits concrets, il n'hésitera pas alors à faire des promesses, comme par exemple les promesses de changer, qu'il ne tiendra évidemment pas, ou encore à feindre l'innocence. Il ne savait pas. Il est donc courant qu'il passe au début à travers les mailles du filet. À cela s'ajoute la difficulté que la violence psychologique est très difficile à prouver vu qu'elle se fait à huis clos. Par conséquent, face à un intérêt soudain du parent PN vis-à-vis de ses enfants, les instances diront « il faut lui laisser une chance ». Face à des enfants victimes qui relateront des faits concrets, les instances pourront dire qu'ils mentent. Il en résulte donc une durée et une accumulation des procédures. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'aurez compris, il y a besoin de temps afin de démontrer la réalité des faits et des comportements dysfonctionnants du pervers narcissique. Troisième et dernier point, il n'existe pas réellement de procédure adaptée à ces cas de séparation avec un pervers narcissique. En amont, il faut savoir qu'il existe 3 sortes de séparation. Les séparations où cela se passe bien, et donc c'est quoi ? C'est capacité du couple à éviter les rivalités et réelle prise en considération du bien de l'enfant. Deuxième cas, les séparations dites plus difficiles. Un divorce sur 3 est conflictuel. Il nécessite alors un accompagnement thérapeutique des parents et des enfants. Et enfin, viennent les séparations violentes. Il s'agit en fait de cas de guerre. Ces séparations dites violentes représentent 15% des séparations et les séparations avec un pervers narcissique rentrent dans cette catégorie-là. Dans les cas de séparation en général, le juge aux affaires familiales est saisi. Le JAF statue sur un conflit et a pour rôle de veiller à la coparentalité et à faire en sorte que les séparations se passent dans l'apaisement. Le JAF statue sur une pension, un lieu d'hébergement et enfin un droit de garde, puis plus tard sur un jugement de divorce et souvent sur une prestation compensatoire.
Pour ce faire, il peut ordonner différentes mesures, médiation, enquête sociale, expertise psychologique ou encore psychiatrique. Et il est fréquent de voir le PN très favorable à toutes ces procédures, car comme nous l'avons vu, ce sera pour lui l'opportunité d'instrumentaliser la justice, de se positionner en victime et d'exercer son art de la manipulation tout en maintenant un lien avec la victime qu'il ne veut pas rompre. Revenons sur quelques mesures. L'expertise psychologique ou psychiatrique. Elles sont importantes car elles peuvent permettre de mettre en lumière cette fameuse boucle psychologique. Mais elles nécessitent d'avoir non seulement des experts formés au sujet, mais aussi des modalités respectées, à savoir 1. La neutralité de l'expert, qui n'est pas censé connaître les procédures en cours, pour se forger un avis à partir de son analyse propre, et 2. Une durée suffisamment longue de 4 à 6 mois de l'expertise avec fixation d'objectifs. Pourquoi ? Le temps que l'expert puisse vérifier la congruence de ce qui est dit et de ce qui est fait. Car n'oublions pas, comme déjà évoqué, que le PN sait avant tout manier le verbe. Il excelle dans l'art du discours et du mensonge. Il sait donc inventer un profil parfait, sans faute, où le coupable c'est l'autre, lui étant la victime dans tout cela. Il convient donc de confronter son discours à la réalité des faits et des actes, et ceci n'est possible qu'avec du temps et donc en dynamique. Troisième et dernier point, une expertise et une analyse systémique, c'est-à-dire une expertise des liens familiaux plus qu'une expertise individuelle. Pourquoi ? Parce que la perversion narcissique, c'est aussi une pathologie du lien. Donc ce que l'on vient chercher, ce sont les jeux relationnels entre les enfants et leurs parents, entre les parents eux-mêmes, voire dans la famille plus élargie, si d'autres membres jouent un rôle important auprès des enfants. Autre mesure, la médiation. Le juge peut solliciter une médiation pour tenter de faire dialoguer les parents entre eux. L'objectif est donc de créer le dialogue entre les parents dans l'intérêt de l'enfant. Mais le dialogue avec un pervers narcissique est-il possible ? Car le dialogue nécessite d'être sur un plan d'ouverture et de non-jugement. Mais le pervers ne peut sortir de son schéma de persécuteur, victime, sauveur, c'est-à-dire schéma de la manipulation. De plus, son discours étant basé sur fond de mensonges, de double discours, de réponses floues, d'accusations, de victimisation, comment dialoguer dans ce contexte ? Enfin, médiation dans l'intérêt de l'enfant implique l'enfant d'abord et non l'intérêt égoïste du parent, ce qui dans le cas de la perversion narcissique est utopique. Autre point encore, la parole pour le pervers narcissique n'a pas pour but l'échange et d'aboutir à quelque chose, mais au contraire le pouvoir et l'emprise sur l'autre. Dans ce contexte, il convient donc de se poser la question non seulement de l'intérêt de la médiation, mais également de son bienfait, notamment pour les victimes. En plus du JAF, il est possible d'avoir recours au juge pour enfants qui ordonne souvent des mesures du type enquête par les services sociaux. En conclusion, s'en sortir par la justice, c'est possible. Oui, les procédures sont longues tant pour le parent victime que pour les enfants, mais elles sont essentielles pour mettre un stop au PN et un cadre qu'il devra respecter. Et il est possible de s'en sortir car il existe au sein des instances juridiques des personnes conscientes et formées au sujet. Pour la suite, on peut néanmoins ouvrir le débat au travers de 4 questions. La première, c'est quid d'avoir des mesures adaptées dans le cadre de séparation dite de guerre, notamment avec un pervers narcissique, tant pour le parent
que pour les enfants afin de réduire la violence et la durée des procédures. Deuxième question, pour une enfance protégée, c'est aussi l'enfant au cœur du sujet. Lors des séparations, les juges sont mandatés pour maintenir le lien parent-enfant. Les décisions de justice, d'ailleurs prises par le JAF, conduisent la plupart du temps à la mise en place d'une garde alternée. Quid de mesures adaptées dans ces cas de séparation pour protéger réellement les enfants de PN? Car comme nous l'avons vu, la relation d'un PN avec son enfant est avant tout une relation d'emprise, de pouvoir et de contrôle, et non une relation apportant un besoin essentiel à l'enfant, à savoir la sécurité affective. Quid donc de mesures réelles dans l'intérêt supérieur de l'enfant? Troisième point, comment régler cette fameuse boucle psychologique du PN lors des séparations? Quatrième et dernière question, quid d'un travail en équipe pluridisciplinaire avec des professionnels spécialisés sur le sujet, parmi avocats, juges, experts psychologiques, services sociaux, pour traiter ces cas de séparation. Quelles sont alors les solutions à plus court terme? En attendant, je repose l'importance pour les victimes de deux choses. La première, se faire accompagner par des avocats spécialisés sur le sujet, avocats qui connaissent parfaitement les rouages du système du pervers narcissique. Et deuxième point, prévoir un accompagnement thérapeutique des victimes, parents et enfants, par des thérapeutes spécialisés sur le sujet, afin de tenir dans le temps et de se protéger. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent. Merci pour votre fidélité et vos différents messages. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez suivre l'actualité d'Anasio, le podcast pour une enfance protégée, sur les réseaux sociaux et sur le site anasio.fr. Je vous dis à bientôt pour la suite.